Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 objets culturels qui se rapportent au thème de l'appropriation culturelle et de la démarche de restitution. Si le thème de l'appropriation culturelle ne vous dit rien et qu'en plus ça ne vous intéresse pas du tout, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dommage de se priver d'une clé de compréhension du monde dans lequel on vit, mais vous pouvez passer votre chemin. Si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'appropriation culturelle, que vous êtes curieux et que vous aimeriez en savoir plus, je vous invite à mettre une pause sur cette vidéo et à d'abord aller regarder en barre d'infos. Je vais mettre un lien vers une page Wikipédia qui donne une définition de ce que c'est que l'appropriation culturelle. Et ce qui est très intéressant sur cette page, ça va aussi parler des controverses qui sont liées à l'usage de ce terme. Et si vous êtes déjà familier de la question et que en fait, ça vous intéresse, et je vous invite à continuer la vidéo. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire un débat enflammé sur la question, c'est plutôt de vous présenter 3 objets culturels qui vont vous apporter de la connaissance sur le sujet et qui vont aussi enrichir votre réflexion. Donc on va parler d'abord d'une exposition, on va parler d'un podcast et ensuite on va parler d'un livre et je vais le faire dans un ordre du plus récent au plus ancien. On commence avec l'exposition Mission Dakar-Djibouti contre-enquête, une exposition qui a lieu d'avril à septembre 2025 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Une petite mise en contexte de cette exposition. Cette exposition revient sur une expédition qui a été menée par des ethnologues français au début des années 30 et qui avait pour but de collecter des objets et des œuvres d'art dans 14 pays africains qui, à ce moment-là, pour la plupart, avaient le statut de colonie française. Et le but de l'exposition, c'est d'apporter en fait un point de vue différent de celui des ethnologues et des contemporains français de l'époque. Et donc, je vais prendre le temps quand même de vous citer les 14 pays qui sont concernés. Donc je vais vous donner les noms d'aujourd'hui. Donc on a le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Sachant que l'Érythrée et l'Éthiopie n'étaient pas des colonies françaises à ce moment-là, mais je crois que c'est les 2 seuls pays qui n'étaient pas des colonies françaises. Voilà. Et donc, durant cette exposition, on va avoir plusieurs types de documents qui vont être mis à disposition du visiteur. En plus des œuvres qui ont été collectées pendant l'exposition, on va avoir aussi des extraits de témoignages, un entretien par exemple, voilà. Donc un dispositif qui est assez complet quand même pour donner en fait un nouveau point de vue en fait sur cette expédition et qui constitue la contre-enquête. Donc si je reviens un peu sur mon expérience de visiteuse de cette exposition, ce qui est très appréciable, c'est que la façon avec laquelle l'exposition est réalisée, c'est très didactique et très éducatif. Le contexte est très bien posé en fait à l'entrée. Donc après, bon, c'est une exposition, donc il faut prendre le temps de lire les textes qui sont exposés pour bien comprendre le contexte. On nous présente aussi des livres et des documents manuscrits en fait, qui pose bien les conditions dans lesquelles va se faire l'expédition des ethnologues. On nous présente qui sont ces ethnologues aussi. Donc vraiment un super effort éducatif, didactique et d'explication du contexte. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même très positif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ressortir de cette exposition-là et se dire qu'on n'a rien compris. Pas du tout. Donc ça, c'était top. Ensuite,
ce qui est hyper intéressant aussi, juste par rapport à l'existence en fait de cette expo, c'est que ça questionne vachement et ça nous met un peu dans... Ça nous propulse un peu dans une mise en abîme par rapport à la question que pose cette exposition. J'essaie de m'expliquer assez clairement. En gros, on va voir des pièces, on va payer en fait, on va voir des pièces qui sont détenues par un musée qui va faire une exposition pour nous expliquer que une partie des pièces qui sont montrées ont été acquises de façon très limite vis-à-vis de la légalité ou de la morale. Et donc, le musée, en faisant cette exposition, il reconnaît un peu ce fait, mais en même temps, il continue de capitaliser sur ses œuvres dont la détention est plus ou moins légitime. Et nous, en tant que spectateurs, on va payer et on va continuer à participer à cette capitalisation. Je ne sais pas si je me suis fait très bien comprendre, mais du coup, ça nous pose pas mal de questions, je trouve, en tant que nous, visiteurs qui allons voir l'exposition, et ça pose aussi pas mal de questions sur tout simplement l'institution, donc en l'occurrence le Quai Branly, Jacques Chirac, qui met en place cette exposition. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais du coup, ça veut dire que c'est encore en réflexion de mon côté et que je n'ai pas tout à fait réussi à formaliser et aller au bout de la question. Bref, j'ai trouvé que c'était une démarche très intéressante. Et troisième élément qui m'a beaucoup plu et qui participe un peu de cette question un peu métaphysique sur voilà, sur tout ce dispositif, c'est que j'ai beaucoup apprécié la présence d'objets qui viennent de la culture chrétienne, spécifiquement de l'Éthiopie. C'est des objets que j'ai jamais eu l'occasion de voir auparavant, et de façon générale, le christianisme en Éthiopie, c'est une question qui me paraît, en tout cas à moi, plutôt confidentielle, et donc j'étais super contente d'avoir accès en fait aux objets qui étaient exposés. C'était très intéressant. Mais du coup, ces objets-là, peut-être que la présence dans cette exposition, c'est pas le mieux qui puisse leur arriver. Peut-être qu'ils auraient été très bien tout simplement dans leur pays d'origine, et que le juste ordre des choses, c'est que j'aille en Éthiopie pour les découvrir. Bon, quoi qu'il en soit, les pièces chrétiennes d'Éthiopie, il y a quand même une certaine nuance qui est apportée dans l'exposition par rapport à leur cas spécifique. Sur ce que j'ai un peu moins apprécié sur l'exposition, je dirais que, en vrai, je pense qu'un documentaire, ça aurait été plus impactant. Parce que là, ça fait que, je pense, 3 jours que j'ai vu l'expo, et je pense que déjà dans ma mémoire, ça s'envole un peu vite. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut encore acheter pour garder en mémoire. On a le magazine de l'exposition. On a la possibilité, apparemment, il y a peut-être des courts-métrages qui sont dédiés à l'exposition et qui sont disponibles dans les salles de cinéma du musée. Mais voilà, je pense que le format documentaire, moi, ça m'aurait plus satisfait, ça me serait plus resté en mémoire. Mais voilà, c'est pas forcément l'objectif d'un musée de faire un documentaire. Et ensuite, je me suis un peu interrogée des fois sur la pertinence des extraits de films qui étaient mis à disposition dans l'exposition. Ça m'a pas paru hyper pertinent. Voilà, c'est les deux seules choses que je pourrais regretter sur la mission Dakar-Djibouti contre-enquête. On va maintenant parler du podcast Enquêtes africaines qui a consacré une série en 4 épisodes intitulée Le 27e trésor. De quoi s'agit-il ? En novembre 2021, la France restitue 26 œuvres qui composaient le trésor royal d'Abomey au Bénin. À ce moment-là, un journaliste est sur place et il couvre les événements. Il s'appelle Pierre Firsion, c'est un journaliste de RFI, et RFI produit donc ce podcast.
Et au moment de cet événement-là, il va avoir l'information comme quoi il manquerait une 27e pièce. Et depuis lors, il va s'engager à retrouver cette pièce. Ce podcast, vraiment, c'était une super découverte. Il était vraiment excellent. Déjà, qu'est-ce qui fonctionne extrêmement bien? C'est vraiment ce style de l'enquête, en fait. On commence d'abord, il y a un mystère. Ensuite, on va suivre plusieurs pistes. Chacune de ces pistes, certaines vont ne rien donner du tout, certaines vont donner quelque chose. Il va y avoir des rebondissements. Enfin, vraiment, c'est le style enquête qui est juste excellent et qui fait que ça nous tient en haleine et qu'on a envie d'en savoir plus. Et il n'y a pas besoin, j'ai envie de dire, de trop connaître en fait le contexte, qu'est-ce que c'est que le royaume d'Abomey, dans quelles conditions ça s'est passé cette restitution en 2021, pour quand même profiter en fait d'un peu la scénarisation qui est mise en place dans ce podcast. Donc ça c'est nickel. Ensuite, un autre élément positif qui fait vraiment du bien, c'est la qualité sonore et audio du podcast en lui-même. Le son est d'extrêmement bonne qualité, c'est tout bien capté. Il y a de la musique aussi qui met du rythme dans l'enquête, dans la narration, par Pierre Firsion. Donc ça, c'est à noter parce que moi, j'écoute de plus en plus de podcasts. Et des fois, il y a des podcasts où les sujets sont intéressants, mais juste la qualité audio n'est pas à la hauteur. Et finalement, ça fait qu'on se désintéresse un peu après de l'écoute, en fait. Alors que là, vraiment, au top. J'ai beaucoup aimé ça. Autre point qui est très intéressant, c'est que on va aussi comprendre un peu plus comment ça fonctionne, en fait, entre guillemets, la politique entre différents musées. Parce qu'en fait, les musées, ce ne sont pas des institutions qui sont seules et isolées dans leur coin. Elles communiquent beaucoup ensemble pour faire des échanges culturels. Et du coup, là, on voit un peu plus les coulisses de cette politique interne à différents musées en Europe. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose dont on se doute en tant que spectateur ou d'auditeur, ou en tant qu'auditeur. Voilà. Donc franchement, ça, 3 gros points positifs. J'ai pas vraiment de points négatifs. Si ce n'est peut-être la durée du podcast. Je crois que chaque épisode ne dépasse pas les 15 minutes d'écoute. Moi, perso, j'aime bien les podcasts qui sont assez longs et qui prennent bien leur temps pour aller au fond des choses. Mais ici, c'était pas forcément nécessaire, en fait. Le format tel qu'il est fait, il est quand même très bien tenu. On passe au dernier objet culturel que je voulais partager avec vous, qui est ce livre, Restituer le patrimoine africain, écrit par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie et publié aux éditions Philippe Ray et au Seuil. Bref, c'est un livre qui a été publié en 2018. J'ai lu ce livre il y a 1 an, donc je vais essayer de vous en parler avec les quelques souvenirs que j'ai. Je l'ai un petit peu feuilleté. Et pourquoi est-ce que je vous recommande ce livre-là? C'est parce que moi je suis tombée dessus parce qu'en fait je voulais lire plus de livres de la bibliographie de Felwine Sarr. J'avais déjà lu Afrotopia, qu'il avait publié franchement il y a plusieurs années. Et au moment où j'ai vu celui-ci dans sa bibliographie, je me suis souvenue en fait du contexte dans lequel il avait été écrit, publié, et c'est pour ça que je vous fais la recommandation aujourd'hui. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, en 2017, Emmanuel Macron a fait un discours qui allait dans le sens d'une volonté politique de restituer des œuvres et des objets à leur pays d'origine en Afrique. Et donc, il a mandaté ces 2 intellectuels, Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, pour réaliser un rapport et faire des recommandations sur cette démarche, en fait. Et donc, ceux-ci ont pris le sujet à bras-le-corps. Ils ont consulté plusieurs de leurs collègues en Europe
Et ce qui est vraiment bien avec ce livre, c'est que c'est un peu un livre qui va vous donner une compréhension plus globale, plus générale, et qui va encore plus ancrer les deux objets culturels que je vous ai présentés précédemment sur l'appropriation culturelle et la démarche de restitution. Alors, mon avis sur ce livre, avant tout, c'est que certes, il a été écrit par des intellectuels, je peux dire à travers l'Europe et à travers l'Afrique aussi, mais ça reste quand même une lecture qui est très accessible. En tout cas, moi, j'ai tout compris de ce qui était dit à l'intérieur, j'ai tout compris. C'était aussi très concret, et je pense que c'est une démarche qui est très intéressante aussi, parce qu'aujourd'hui, on a trop souvent, que ce soit à la télévision, à la radio ou autre part, des débats qui se fondent sur, je sais pas, du ressenti, de la pensée, du sentiment, de l'idée qui est déjà préfabriquée, alors que là, on est très concret sur les choses. On va citer des chiffres, on va donner des faits, on va citer des dates, tout ça est très précis, et en fait, on revient au concret pour dire que la réalité, voilà comme elle est aujourd'hui. On n'est pas que sur du débat d'idées et de la fantaisie intellectuelle, en fait. On est vraiment même très loin de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est appréciable. Comme j'ai dit, là, c'est vraiment centré sur le contexte africain, mais au moment, en tout cas dans l'introduction du livre, on nous indique aussi que c'est une question qui ne concerne pas que la France et l'Afrique, ça concerne énormément de pays à travers le monde, et c'est une question qui est vraiment très actuelle, même si on ne l'entend pas toujours comme ça, comme une question qui revient dans le débat, dans les médias, etc. C'est une question de fond, en fait, qui s'intègre dans les relations diplomatiques, internationales, et qui ont vraiment de l'importance, et beaucoup de pays à travers le monde sont concernés. Donc ça, c'était hyper intéressant. En termes de réserve, j'en ai pas tellement beaucoup. C'est un livre qui est assez court, et peut-être que certains diront qu'il est militant, mais en même temps, c'est un peu difficile de rester neutre par rapport à cette question-là quand on s'y intéresse vraiment. Petite anecdote sympathique, c'est qu'à un moment donné dans le livre, on va montrer quelques photos de certains objets, notamment cet objet-là. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un boli. C'est un objet qui est originaire du Mali. Et dans l'exposition Dakar Djibouti, vous allez avoir un peu plus sur... Je ne sais plus si on le voit en fait à travers un des extraits qui sont proposés, ou si c'est juste sur un encart dans l'exposition. Mais il y a un texte qui va revenir sur la façon avec laquelle a été acquise cette œuvre en particulier. Donc voilà, le lien entre l'exposition et le livre. Et ce n'est pas le seul lien. Il y en a un autre qui est aussi hyper intéressant. Et c'est le point commun entre les trois objets culturels que je vous ai proposés aujourd'hui. C'est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. En fait, à travers l'exposition, le podcast et le livre, on voit plus ou moins, on met plus ou moins en lumière les réflexions internes qui se passent dans cette institution qu'est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Quand le discours d'Emmanuel Macron est prononcé en fait en 2017, ce qui se passe en fait dans les musées européens, dans le musée du Quai Branly, c'est un peu une inquiétude sur ce que risque de donner en fait cette volonté politique d'alimenter des démarches de restitution. Le Quai Branly, c'est un musée dans l'immense majorité des collections repose sur des objets extra-européens. Si on commence à massifier une démarche de restitution, c'est assez légitime qu'il y ait des inquiétudes que en fait, le musée tout simplement soit vidé de ses œuvres. En tout cas, c'est l'inquiétude en fait, qui a cours en 2017 et
en 2018 au moment de la publication de ce rapport. Ensuite, on avance un peu à travers les années et l'enquête, le podcast, va être aussi confronté en fait au musée du Quai Branly parce que le 27e trésor d'Abomey, à un moment donné, il est passé par le musée du Quai Branly. Et à travers les années de l'enquête, donc de 2021 à 2023-2024, on va voir aussi tout simplement l'absence de volonté, on peut dire, du musée d'aller dans le sens des restitutions. Et le fait que ce soit vraiment un sujet qui est, on va dire, si ce n'est tabou, duquel on ne veut pas vraiment s'occuper en fait. Et c'est une démarche peut-être contrainte et forcée. Voilà. C'est pas évident parce que dans le podcast, en fait, on n'a pas d'intervention directe des personnes qui font vivre le musée sur ces questions-là. Et ensuite, quand on arrive en 2025, on a carrément droit à toute une exposition sur la question finalement de l'appropriation culturelle et de la restitution. Donc c'est quand même très intéressant de voir à travers ces 3 objets différents l'évolution de la position, de la posture, de la réflexion du musée du Quai Branly sur le patrimoine culturel qu'il a en fait dans, je sais pas, ses réserves, ses dépôts, voilà. Donc j'espère que vous allez tout simplement soit vous rendre au musée, soit écouter le podcast ou soit découvrir le livre et que ça va vous permettre de nourrir votre réflexion sur cette question. À la prochaine!